Magazine. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Décryptage qui parle aujourd'hui, d'ailleurs pour la première fois, de la gestion des provinces et nous allons nous focaliser sur la ville-province de Kinshasa, 6 ans depuis qu'elle est gérée par le gouverneur André Kimbuta. Sur ce plateau, Papi Tamba, bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Claude. Vous êtes communicateur de la majorité présidentielle, également membre du PPRD. Aujourd'hui, quel regard peut-on jeter sur la ville de Kinshasa avec ses progrès et ses ratés? Vous savez, déjà merci pour l'invitation. La première chose qu'il convient de dire à ce sujet, oui, c'est que de mémoire, j'ai dit que le gouverneur qui est actuellement en place devait être les premiers qui est en poste par voie électorale. Je pense qu'avant André Kimbuta, le gouverneur était quasiment nommé. oui. Ils étaient quasiment nommés pendant un certain nombre d'années. Parce qu'ils sont élus, actuellement les gouverneurs, et que l'ordre constitutionnel aussi l'envisage comme tel, ça ouvre aussi la voie à la concurrence. Parce que ça ouvre la voie à la concurrence, ça ouvre aussi la voie à des petites querelles politiciennes. Oui. Et quand il y a querelles politiciennes, on n'a plus les mêmes regards. Donc il est important maintenant de voir l'action du gouverneur par rapport à ce qu'elle est réellement, mais aussi la voir par rapport à comment les autres aussi l'aperçoivent. Justement. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, c'est un poste qui est aujourd'hui ouvert à la concurrence, dans la mesure où nous savons qu'il y aura bien un jour qui doit être remplacé par quelqu'un d'autre qui sera élu. La CENI va essayer de le déterminer. Alors, qu'est-ce que moi je retiens? Je retiens une chose, je retiens qu'au niveau de la ville-province de Kinshasa, comme aussi peut-être sur les plans nationaux, nous avons essayé de le dire, il y a une certaine stabilité qui s'est imposée au niveau de la gestion des finances dans un certain nombre de choses qu'on essayait de voir qui se faisaient de façon opaque. Avant de parler des réalisations visibles, les réalisations visibles, il suffit de parcourir la ville de Kinshasa. Mais vous savez, il y a une grande difficulté par rapport à ces sujets. Par rapport à ces sujets, la grande difficulté, c'est que la ville-province de Kinshasa est aussi le siège des institutions sur le plan national. Parce que c'est le siège des institutions sur le plan national, il faut savoir qu'il y a un certain nombre de choses. Les lauriers seraient toujours accordés au pouvoir central. Surtout qu'on a aussi du mal, la population congolaise a du mal à intégrer la notion de la décentralisation selon notre constitution pour essayer de comprendre les véritables enjeux. Alors donc pour vous, la ville de Kinshasa, 6 ans depuis que André Kimbuta est à la tête, est bien gérée. En tout cas, de mon point de vue, peut-être ça n'engage que moi, mais je l'ai dit et la CIME aussi, c'est qu'aujourd'hui, je sens une certaine stabilité. Ça, c'est d'abord une première chose. Et qu'il y a des phénomènes qui étaient récurrents et courants au niveau de Kinshasa qui progressivement sont éradiqués. Kinshasa, qui est le miroir de la République démocratique du Congo, commence à redevenir potable. Nous avons des amis qui viennent de l'étranger, quelquefois. Ce n'est pas la première fois aussi qu'ils viennent au pays. Nous avons certains amis qui ne sont pas congolais, qui ont l'habitude de venir ici. Ils essaient de voir l'évolution au niveau de la ville. Mais dans l'opinion, on attribuerait ce progrès avec ce vent de rigueur que Matata Ponyo a apporté. Vous savez, au-delà de Matata Ponyo, on parlera du chef de l'État. Donc vous savez, c'est une action qui est menée par des hommes publics. Par des hommes publics où il y a un leadership au niveau de la nation, au niveau de notre pays, qui parle de la révolution de la modernité. C'est clair que ça crée des effets d'entraînement. Le problème, c'est quoi? C'est qu'on puisse l'attribuer à Matata Ponyo ou à n'importe qui, en autant que les choses sont faites, je dirais tant mieux. Mais ce que nous devons regarder, est-ce que dans tout ce qui s'est fait, est-ce qu'il n'y a que Matata? Quand je circule dans la rue et que je vois Transco, je dirais que le gouvernement fait quelque chose de fantastique. Mais quand je vois ce que les Kinois appellent les bis de Kimbuta... Bon, une tentative ratée, il faut l'avouer, avant
Tentative ratée, je ne sais pas Oui. en quoi faisant. Il y avait une société de transport créée par Kimbuta, mais qui n'a pas pu donner des résultats escomptés. Non, c'est des problèmes, il ne faudrait pas voir des problèmes sous cet angle-là. Je crois que les Quinois aussi vous contredirez, et même, on ne va pas dire que ça ne donne pas les résultats escomptés. Les Quinois aussi vous contrediraient. Alors, aujourd'hui, on dit que André Kimbuta et l'Assemblée provinciale ne sont pas en bonne intelligence. Vous savez, une assemblée provinciale, comme aussi une assemblée nationale, avec le gouvernement national, ainsi qu'une assemblée provenance et le gouvernement provincial, tous les deux doivent travailler ensemble. Oui. Ce ne sont pas des institutions antagonistes. Non, ce ne sont pas des institutions ennemies. Ce sont des institutions qui doivent aller dans le même sens, dans la même direction. In fine, ils doivent rechercher le bien-être de la population, au moins la population qui se retrouverait sous la juridiction. Ça, c'est important. Alors, c'est pourquoi on parle, même en termes de droit constitutionnel, des mécanismes de collaboration des pouvoirs. Il ne faut pas comprendre la séparation des pouvoirs dans le sens de l'antagonisme. Oui. La séparation des pouvoirs, c'est seulement dans le sens de dire que voilà, il y a des compétences qui sont attribuées à une institution bien déterminée, qui ne seraient pas des compétences attribuées à l'autre institution, mais dans leur manière de travailler, ils doivent travailler côte à côte. Donc, on ne peut vraiment pas les dire, parce que vous savez, en 6 ans, comme vous dites aujourd'hui au niveau de la ville-province de Kinshasa, on n'a pas vu défiler d'émotions. On n'a pas vu défiler beaucoup d'émotions, j'ai dit, pour demander au niveau de l'Assemblée provinciale plutôt, la déchéance du gouverneur André Kimbuta. Si on ne les a pas vus, ces genres d'émotions en cascade, ça voudrait tout simplement dire que les mécanismes de collaboration des pouvoirs marchent plutôt bien. Voilà. Alors, cette même Assemblée, on dit qu'elle s'est réunie rarement. Bon, écoutez, vous avez posé la question en disant « on ». Je comprends quand vous dites « on ». Vous devez essayer d'impersonnaliser. Je ne sais pas qui l'a dit, mais il faudrait que nous puissions intégrer les modes de fonctionnement. Nous devons intégrer dans nos intelligences la manière dont doit fonctionner une assemblée provinciale ou aussi une assemblée sur le plan national. Le problème, c'est quoi? C'est qu'une assemblée a une mission législative avant tout. Donc, si nous devons juger une assemblée par rapport à sa mission essentielle, qui est la production des textes de loi, nous ne pourrions pas dire que l'Assemblée provinciale de la ville-province de Kinshasa ne produit pas au niveau local des textes qui sont opposables aussi au niveau local. On ne pourra pas les dire. Moi, je pense. Et puis, deuxièmement, si nous devons regarder aussi une des compétences de l'Assemblée, c'est aussi la gestion, enfin, je ne dirais pas la gestion, mais de voter la loi des finances publiques par rapport au budget. Je ne pense pas que nous pourrions dire que l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa ne le fait pas. Maintenant, il faut éviter les effets d'annonce. Il ne faut pas donner à une assemblée le rôle qui n'est pas le sien. Et ça, c'est important. Vous savez, nous avons des mauvais souvenirs dans ces pays où quelqu'un a même été président à l'Assemblée nationale qui a oublié sa mission essentielle. Environ 2 ans de gestion de l'Assemblée nationale, on n'a pas vu au moins 4 à 5 textes de loi qui ont été adoptés sous sa gouvernance, sous sa gestion de l'Assemblée. Mais par contre, il a essayé de transformer l'Assemblée en un lieu où il faudrait essayer de faire des spectacles ou des effets d'annonce. Ce n'est pas ça les rôles d'une Assemblée. Prenons un exemple, le phénomène Kuluna qui a évolué pendant que le gouverneur André Kimbuta était au pouvoir ici. Et cela donne finalement raison à ceux qui disaient que André Kimbuta, la situation de Kinshasa, lui échappait et grâce à l'avènement de Matata Ponyo, tout semble revenir à la normale. Vous savez, la notion de la montée de la violence, elle est mondiale. C'est un phénomène que s'il faut attribuer cela aux différents gouverneurs, je pense que tous les gouverneurs et même quelques présidents ou beaucoup de présidents au monde démissionneraient. C'est un phénomène social qui dépasse certains entendements, où aujourd'hui, dans certains pays, ça crée même carrément des disciplines. Oui. Ça crée des disciplines et ça crée aussi des cadres de réflexion appropriés. Parce qu'il faut se poser des questions, pourquoi cette montée de violence urbaine? Et vous savez, ce qui se passe à Kinshasa, en termes de dégâts, et de loin, je dis bien de loin, par rapport à ce qui se passerait, par exemple, à New York. Alors, si c'était le cas, on devait dire que
le gouverneur de New York aussi ne maîtrisait pas le phénomène. Non. Lorsqu'on est un homme responsable, on dit généralement, M. Claude, qu'un problème bien posé est à moitié résolu. Oui. Quand il y a un phénomène social de cette nature surgit dans la société, on essaie d'examiner pour trouver la véritable cause du problème. Et peut-être ça peut prendre du temps pour découvrir la véritable cause. Parce qu'en attendant, il faut savoir qu'il y a la machine répressive au niveau de l'État qui existe. Elle est permanente. Ça n'a rien à voir avec le fait que André Kimbuta ou n'importe quel gouverneur, même si c'était vous. La machine répressive voudrait que dans notre pays, quelqu'un qui commet un délit, qu'il soit sanctionné par rapport à la rigueur de la loi. Là, elle est permanente. Mais lorsque maintenant on gère et qu'on est un homme politique, il faut aussi apporter les réponses politiques. Les réponses politiques, maintenant, ne sont plus les réponses judiciaires. André Kimbuta n'a pas qualité à aller interpeller les Koulouna et les mettre en prison. On dirait qu'il fait l'habit de son pouvoir. Oui. Et ça sera aussi pénal. En revanche, les réponses politiques qu'il peut apporter consisteraient à bien analyser les problèmes, à comprendre ce qu'il fallait faire. Or, qu'est-ce qui a été mis en place comme mesure? Ce qui est important à envisager, c'est qu'il y a des mesures d'encadrement. Des mesures d'encadrement qui passent par une collaboration entre la ville-province et puis l'INDPP pour parler des réinsertions, de ceux-là qui voudraient bien, bien entendu, s'intégrer au niveau de la société. Il y a un certain nombre de mesures d'encadrement. Vous êtes journaliste, oui. Le temps nous manquerait de tous les énumérer que vous pourriez voir. Ça, ce sont des réponses politiques. Maintenant, à côté, comme il a entre ses mains les compétences, je voudrais dire, aussi administratives, oui. Parce que c'est la personne qui gère la politique de la ville, il peut aussi, en même temps, travailler de concert maintenant au niveau provincial avec les inspecteurs de police. Oui. C'est ce qui s'est fait pour que nous puissions éradiquer ces phénomènes. Donc les réponses sont données à deux niveaux. Il y a le niveau du châtiment, et ça, la machine répressive, comme je vous ai dit, elle est permanente, mais il y a aussi au niveau de la pédagogie. Et au niveau de la pédagogie, il faut commencer par être aussi ces gouverneurs qui doivent être non pas seulement l'homme de terrain, mais ces gouverneurs qui peuvent aussi parler avec tout le monde. Donc il faut être ce qu'on appellerait dans un langage courant l'homme du peuple. Oui. Or, personne ici à Kin ne peut douter qu'un Kinois, qui qu'il soit, peu importe les quartiers où il habite, peut avoir une approche facile avec quelqu'un comme André Kimbuta. Donc il est important de signaler cela. Oui, alors parlons maintenant de la DGRK, une structure justement créée pour mobiliser les recettes provinciales. On n'entend plus parler. La DGRK, elle est toujours là. Maintenant, il faudrait qu'on puisse se rappeler à tout moment que la DGRK n'est plus là. Vous savez, il n'y a pas qu'au niveau de la ville-province de Kinshasa. Il y en a aussi au niveau de toutes les provinces aujourd'hui. Parce qu'il fallait financer la réalisation de certaines provinces. Donc, la loi permet... Oui, cette structure a été créée pour mobiliser des recettes provinciales en vue de répondre à certains besoins de la province. Oui, est-ce que vous pensez que la DGRK aujourd'hui fait son travail comme il faut et peut même faire en sorte que Kinshasa soit, je dirais, autonome? Moi, je répondrai à cette question autrement. Je dirais que la DGRK travaille dans des contextes extrêmement difficiles. Pourquoi dire extrêmement difficiles? Oui. Parce que la DGRK vient bousculer les mentalités. Vous connaissez la mentalité congolaise. C'est une mentalité qui, en cette matière en tout cas, qui est caractérisée par une sorte d'incivisme fiscal. Oui. Les gens ne veulent pas payer des impôts. Quand on parle de DGRK, il faut dire qu'il faut mettre la main dans la poche pour payer ce qu'il faut payer à l'État. Et les gens n'aiment pas. Et vous remarquez dans l'action de la DGRK, même dans plusieurs dossiers, il faudrait plus recourir au recouvrement. Les recouvrements, j'admets bien que c'est une activité qui doit être prévue au niveau de la DGRK, mais il serait souhaitable que nous ne puissions pas aller au niveau des recouvrements, que les gens d'eux-mêmes, comme nous voyons dans d'autres pays, comprennent l'importance de l'impôt et que cela puisse devenir une nouvelle nature pour se dire qu'à l'échéance, par ce que j'ai une maison, alors ça doit passer par la sensibilisation. Je dois payer. La sensibilisation, elle est là. La sensibilisation, je dis, peut-être qu'il faut reconnaître une chose, qu'on doit maintenant davantage sensibiliser. Non pas seulement à la télé, comme on sait le faire, peut-être qu'il faut encore faire des études de terrain, c'est-à-dire de descendre sur le terrain, pour sensibiliser davantage. Mais sinon, ceux-là qui sont frappés par les mesures générales de la DGRK, ils connaissent l'existence de la DGRK et ils connaissent les taxes qui leur sont assujetties par la DGRK. Donc le fait de ne pas s'acquitter toujours de tout cela, ça voudra tout simplement dire que l'incivisme fiscal continue toujours à battre les pleins. Et là, c'est le problème de l'homme congolais dit quinois. Est-ce que c'est là aussi il faut que l'exécutif national
interviennent? Vous savez, l'exécutif national aussi est bité au même problème. Est aussi bité au même problème. Alors, je ne sais pas. Devrait-il, l'exécutif national, abandonner ses propres difficultés en cette matière pour encore ajouter d'autres difficultés? Je pense qu'on a des gens responsables au niveau de la ville-province ou au niveau de toutes les provinces pour répondre à ces défis. C'est un défi. Ne pensons pas que les résultats seront immédiats. Nous sommes dans un processus où aujourd'hui est déjà meilleur par rapport à hier. Donc nous devons maintenant continuer à, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour ne parler de la ville-province de Kinshasa, il y a lieu de dire que c'est aussi le problème du Quinois qui doit accepter d'accompagner les développements aussi de la ville-province de Kinshasa. Parlons maintenant de la salubrité. Est-ce que vous pensez que ce côté-là, la ville se distingue ou avance? La ville avance sensiblement, mais je trouve qu'il faudrait que, comme le veut d'ailleurs la Constitution, il faudrait qu'on puisse laisser plus d'autonomie à la ville dans cette matière. Je vous ai dit, la grande difficulté, c'est que la ville-province de Kinshasa abrite les sièges des institutions. Et vous connaissez, je ne dirais pas un conflit de compétences, mais vous savez un peu entre la primatie et la ville de Kinshasa en matière de salubrité, ce qui se passe, ce n'est plus un secret pour personne. Et on ne pourra pas tirer sur quelqu'un. Pourquoi? Parce que bon, chacun estime qu'il peut faire ce qui est bien pour la ville. Mais moi, je pense que nous devons peut-être beaucoup plus plaider pour plus d'autonomie au niveau de la ville-province de Kinshasa, qui essaie de faire des choses... Peut-être parce qu'elle a constaté que les choses ne sont pas faites comme il faut. Non, attendez. On ne doit pas penser qu'on est toujours seul à mieux faire les choses, que les autres ne peuvent pas mieux les faire. Nous pouvons tous faire les choses. Sinon, après, à un certain moment, au niveau de la nation, on étouffe. On étouffe soi-même. Vous savez, depuis la nuit des temps, ça a été dit que qui trop embrasse, mal étreint. Qui trop embrasse, mal étreint. Maintenant, au niveau de l'Assemblée nationale, il y a toujours des interpellations orientées vers le gouverneur André Kumbuta. Ce n'est pas un autre élément qui prouve effectivement que la ville n'est pas bien gérée. Vous savez, une interpellation n'est pas un jugement. Une interpellation, c'est un droit dans une démocratie. Vous savez, je vais vous dire une chose. En France, c'était sous Mitterrand, le gouvernement du Premier ministre Rocard, qui est considéré en France comme étant la crème des crèmes, les nerfs plus ultra, les grands savoirs. Mais je pense que c'est le gouvernement qui a été le plus interpellé par l'Assemblée nationale. Le plus interpellé. Et puis, Rocard est aussi la personne qui a utilisé l'article 49.3 plus de fois. C'est-à-dire 49.3, c'est l'article qui consiste à éviter tout débat en toute matière, d'engager la responsabilité du gouvernement. Il savait que la majorité, lui, était acquise au niveau du Parlement. Oui. Est-ce c'est pour autant dire, parce qu'il y a eu autant d'interpellations, que nous devons déduire que le gouvernement a mal géré ou mal travaillé? Non. Je vous ai dit une chose. Les députés qui à Kinshasa, parce que les sièges des institutions se trouvent à Kinshasa, aura plus de regards par rapport à ce qui se passe à Kinshasa où lui, il habite, parce qu'il travaille à Kinshasa en tant que député, par rapport à sa propre circonspection qui se trouvait peut-être à Mansimanima. Il aura beaucoup plus de regards. Oh, peut-être, c'est de ce côté-là, à Mansimanima plutôt, qu'il peut y avoir peut-être plus de problèmes. Mais ça, c'est naturel, c'est humain. L'homme, généralement, voit facilement ce qui est autour de lui. C'est difficile de voir l'homme se lancer à la loi de plus d'efforts pour casser un mur et voir ce qui peut se passer derrière un mur. Donc l'homme aime toujours juger ce qui se trouve dans la pièce où se trouve. Or, la pièce où se trouvent les députés, c'est à Kinshasa. Donc il est tout à fait normal que ce soit les gouverneurs qui puissent aussi être la cible de toutes les interpellations. Mais ce qui ne voudra pas dire qu'il y a une autorité de la chose jugée pour parler en termes de jugement, non. Alors, on dit que le gouverneur n'a pas été capable de faire en sorte que la baisse de prix des produits de première nécessité soit effective, que le gouverneur n'a pas pu faire en sorte qu'il y ait des structures ou accompagner ces structures pour notamment réparer les feux de signalisation parfois qui ne fonctionnent pas comme il faut. Ce sont d'autres accusations adressées au gouverneur. Vous savez, ces accusations, pour moi, elles existent. La question que je me poserai, sont-elles fondées? Quand nous parlons de la ville-province de Kinshasa, nous ne parlons pas du Bas-Congo. Nous ne parlons pas de Bandundu. Aujourd'hui, accuser le gouverneur de Bandundu de ne pas avoir une vocation agricole, cela s'expliquerait.
Vous savez, à la Gombe, Pourquoi? je vais vous dire, de Oui. la Gombe jusqu'à Massina, il n'y a aucun espace où vous pouvez faire l'agriculture. Je vous donne un exemple. Peut-être dans les environnements de Kinshasa, on pourra parler de l'agriculture, mais sachant que la politique nationale et aussi l'initiative privée voudrait que les gens continuent aussi à acheter de l'espace. Paris, en France, n'est pas une capitale agricole. Paris en France. Mais par contre, l'agriculture, c'est beaucoup plus d'aller loin, reculer. Donc, acquiser un certain nombre de choses en termes de manque d'initiative dans certains projets pour parler de la baisse des prix, il faut savoir que la baisse des prix des denrées, des premières nécessités dans notre pays, ne peut être que tributaire, bien entendu, de l'augmentation de quelque chose, du renforcement de quelque chose. Vous voulez que les sacs de foufou baissent les prix à Kinshasa? Ok, mais il faut augmenter la production des foufous. Produirons tout du foufou à Kinshasa? Oui, toute proportion gardée, quelqu'un peut me dire qu'on peut produire du foufou à Kinshasa. Quelle quantité? Dans quel espace? Mais par contre, Kinshasa peut importer, entre guillemets. C'est-à-dire, il y a des gens qui viendraient avec ces produits-là des Bandundu, où il y a cette politique qui se met en place. C'est vrai, je dis, acquiser pour acquiser, à la fin, ça risque de rendre l'acquisition ridicule. Il y a des choses néanmoins où nous pourrions évaluer l'action du gouvernement provincial, je dis bien, par rapport maintenant, par exemple, au niveau de la salubrité publique, par rapport à l'éclairage public, des choses qui ont un impact visible, mais qui, nous pensons que cela peut être interprété dans un cadre par rapport à la ville telle qu'elle est située géographiquement. Là, maintenant, c'est un autre débat. Mais il ne faudrait pas que nous puissions parler des choses où les paramètres qui peuvent créer la baisse des prix de ces matières ne sont pas maîtrisés par la ville. Donc ça, c'est au niveau national, vous voulez dire? Non, je n'ai pas dit. Vous m'avez posé la question au niveau de Kinshasa. Oui. Vous savez,